Au début des années 1930, New York était un champ de bataille de la mafia. De ce chaos sanglant émergea un gangster impitoyable et brillant nommé Lucky Luciano. On ne le regardait jamais dans les yeux, car il était étrange, obsédant, bizarre. Lucky a comploté et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Une fois là, il posa les bases du crime organisé moderne et l'argent afflua. Luciano prospérait grâce à sa réputation de plus grand racketteur et de célibataire le plus convoité de Manhattan. À chaque fois qu'il entrait dans une pièce, les femmes ne cessaient de le regarder. C'était comme une attraction sexuelle. Mais Lucky a payé le prix de sa notoriété lorsqu'un fervent pourfendeur de gang nommé Thomas Dewey l'a envoyé en prison. Derrière les barreaux, Lucky n'a pas seulement conservé son poste de chef de la mafia, mais est venu en aide à son bien-aimé États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, facilitant le chemin pour les troupes américaines envahissant sa Sicile natale. Après la guerre, le gangster qui aimait l'Amérique a été contraint de la quitter derrière lui. Mais Lucky allait alors prouver que la mafia, comme d'autres grandes entreprises, n'était pas gênée par les frontières nationales. Luciano pouvait diriger un racket n'importe où, et c'est ce qu'il a fait. L'homme qui un jour ferait fonctionner la mafia comme une grande entreprise est né dans la pauvre ville sicilienne de l'Ercara Friddi, le 24 novembre 1897, et a reçu le nom de Salvatore Lucania. C'était une ville où la plupart des hommes, y compris son père, travaillaient de longues journées dans la mine de soufre au sommet de la colline, une vie difficile dont la famille aspirait à s'échapper. Apprenant qu'outre-mer, l'Amérique avait des rues pavées d'or, ils ont navigué vers la terre promise en 1907. La famille a trouvé un appartement dans un quartier juif du Lower East Side de Manhattan, à quelques pâtés de maisons seulement des proches de Little Italy. Seulement, les rues n'étaient pas comme promis. Le logement était exigu et sale. Le jeune Lucania, l'un des 4 enfants, s'est inscrit à l'école, mais il y allait rarement. Bientôt, il a été envoyé à l'école des absents de Brooklyn. Et à l'âge de 14 ans, il était déscolarisé. Son premier emploi, livreur pour un chapelier, lui rapportait $7 par semaine. Une somme dérisoire comparée à celle de nombreux jeunes voyous que Charlie rencontrait dans les rues. Leur racket était de faire chanter les immigrants qui vendaient de la nourriture et des vêtements depuis des charrettes. Salvatore voyait également des enfants de son âge jouer, écouler des biens volés et vendre de la drogue. Les rues étaient bientôt sa salle de classe du crime. Il était un élève avide et intelligent. Il y avait toujours une suspicion selon laquelle il utilisait ce travail de livraison de chapeaux lorsqu'il a commencé à trafiquer des drogues illégales et qu'il en mettait dans les boîtes à chapeaux comme cachette et se promenait. Il n'y avait rien dans ses poches d'incriminant. Quand il voulait faire une livraison, il lui suffisait de plonger la main dans la boîte à chapeau, de faire la vente et de poursuivre son chemin. Il a répondu à l'appel de la rue dès l'âge de 14 ans. Il commettait des petits délits, fumait de l'opium et avait une vie sexuelle plus ou moins active. La police de New York l'a rattrapé pour la première fois à l'âge de 18 ans. L'accusation, possession d'héroïne. À ce moment-là, il utilisait divers noms y compris Charles Lucky Luciano. Mais pour le moment, sa chance avait tourné. Il a été condamné à 1 an de prison. Les parents pauvres de Luciano, embarrassés par leur fils trafiquant de drogue, ne l'ont jamais visité en prison. Après 6 mois derrière les barreaux, Charlie a été libéré, ayant utilisé ce temps pour approfondir son éducation criminelle. En plus de vendre de la drogue, il jouait maintenant et gagnait beaucoup plus d'argent, portait une arme à feu et rejoignait son premier gang italien, les Five Pointers. Le gang était bien connecté. Chaque jour d'élection, leur travail consistait à harceler les électeurs, parfois sous la menace d'une arme pour soutenir la machine démocratique corrompue de New York, connue sous le nom de Tammany Hall. Pour cela, le gang était bien rémunéré. Cela leur permettait de se livrer à leurs autres activités criminelles pendant l'année avec un Tammany Hall très compréhensif, qui nommait le capitaine de police dans chaque quartier, qui nommait le magistrat devant lequel vous seriez amené si vous étiez arrêté. Donc vous obteniez une protection pour toutes vos activités illégales pendant l'année si vous travailliez pour Tammany Hall le jour de l'élection. Mais Tammany Hall ne pouvait pas toujours protéger le gang. En 1923, des agents fédéraux des stupéfiants ont arrêté Luciano pour trafic d'héroïne. Charlie a décidé de se sauver en dénonçant certains gangsters juifs qui avaient un coffre plein d'héroïne dans un sous-sol du Lower East Side. Ce n'était rien de personnel contre les escrocs juifs. En fait, Charlie, qui avait grandi dans un quartier juif, était unique dans sa volonté précoce de travailler avec des gangsters de tous horizons. Et s'ils pouvaient s'entendre et gagner de l'argent ensemble,
C'était le seul critère que Luciano avait. Il ne se souciait pas de votre nationalité ou de votre religion. Si vous étiez digne de confiance et que vous pouviez gagner de l'argent ensemble, il travaillerait avec vous. Deux des gangsters juifs avec lesquels il s'est lié d'amitié étaient le beau et violent Benjamin Boxy Siegel et le petit calme et intellectuel Meyer Lansky, qui deviendrait le partenaire criminel le plus loyal de Lucky Luciano pour les 50 années suivantes. Ils se sont rencontrés dans le Lower East Side à la fin de leur adolescence et sont devenus très proches amis. Une relation si proche que Bugsy Siegel, par exemple, qui les connaissait bien tous les deux, disait qu'ils étaient plus que des frères, qu'ils étaient presque comme des amants. Non pas pour suggérer qu'ils avaient des relations sexuelles, mais ils avaient ce genre de lien intuitif et tacite. Ils pouvaient finir les phrases de l'autre, où il y aurait une pause, et puis l'autre dirait ce que l'un pensait. C'était une connexion très étroite. Et c'est une clé de la montée en puissance de Luciano, car il avait toujours Lansky qui lui chuchotait à l'oreille. Une autre clé de la montée de Charles Luciano, être au bon endroit, New York, au bon moment, les années 1920, l'ère de la prohibition et de la contrebande. Charlie et ses amis ont eu la chance d'apprendre le métier au pied d'un maître, Arnold Rothstein, l'homme réputé pour avoir truqué la série mondiale de 1919. Arnold Rothstein a embauché Lansky, Luciano, Ben Siegel, Frank Costello et beaucoup d'autres personnes qui deviendraient des noms célèbres dans le crime organisé plus tard. Il est devenu un financier pour certains de ces jeunes hommes. Tout comme Al Capone à Chicago, Charlie Luciano gagnerait son premier million en tant que contrebandier. Mais contrairement à Capone, qui était heureux de consolider le crime organisé dans une seule ville, Luciano aurait une vision plus grandiose et plus sombre. Par la ruse et la violence, des gangsters ambitieux transforment le chaos de la guerre en une paix qu'ils contrôlent seuls. À la fin des années 1920, le jeune Luciano, approchant de la trentaine, était déjà une figure importante de la mafia new-yorkaise. Il était l'un des rares Italiens à avoir des connexions précieuses avec des gangsters juifs tels que Meyer Lansky et Boxy Siegel. Il ne fallut pas longtemps avant que l'un des parrains siciliens régnants, Joe the Boss Masseria, n'embrasse Luciano et en fasse son bras droit. Lucky avait les qualifications parfaites pour le poste. Pouvoir, connexion et surtout, ascendance sicilienne. Il était né en Sicile, avec des origines siciliennes des deux côtés de sa famille, et cela était indispensable à l'époque pour réussir dans la mafia. Il avait également des contacts bien plus larges que la plupart des gangsters siciliens, ce qui lui permettait d'utiliser ces deux atouts pour s'élever en tant que gangster. Il a aussi exploité la sanglante guerre de territoire qui faisait rage entre Joe the Boss Masseria et un autre parrain sicilien de longue date, Salvatore Maranzano. D'abord, Maranzano a essayé de persuader Lucky de changer de camp et de travailler pour lui. Lorsque Luciano a refusé, il en a payé le prix fort. Il a été enlevé par 4 gangsters, apparemment près de la 50e rue à New York. Il a été ensanglanté, poignardé, roué de coups et laissé pour mort. La survie de Luciano fut un coup de chance, réaffirmant le surnom qu'il utilisait depuis des années. L'attaque des hommes de Maranzano lui a laissé une paupière tombante et une vilaine cicatrice sur le menton, ce qui n'a rien fait pour améliorer ses traits déjà sévères. Il était de toute façon marqué de cicatrices, dues à la variole qu'il avait contractée enfant. La première fois que vous le regardiez, c'était un visage cauchemardesque, je peux vous le dire. La guerre des gangs entre les deux Siciliens vieillissants était inutile et néfaste pour les affaires, et sa mission était de la résoudre à ces conditions. Première étape, il a emmené son patron déjeuner dans un très bon restaurant italien à Coney Island. À un certain moment, Luciano s'excuse et va aux toilettes. Et juste à ce moment-là, de manière assez remarquable, les assassins arrivent et tuent Joe the Boss. Ainsi, Luciano a transféré son allégeance au grand rival de Joe the Boss, Salvatore Maranzano. Comme prévu, Maranzano a embrassé Luciano et en a fait son bras droit. Mais Luciano n'avait aucune patience pour son nouveau patron et ses traditions du vieux monde. L'ancienne école des parrains de la mafia sicilienne était très formelle, avec des codes de comportement stricts et des formes strictes d'adresse sociale et d'initiation à la mafia. Luciano n'était pas intéressé par tout cela. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Donc, deuxième étape, tuer le nouveau patron. Luciano a engagé ses amis juifs, dont Boxy Siegel, pour être les tueurs à gages. Ils ont coincé Maranzano dans son bureau près de Grand Central Station. Ils ont ouvert le feu sur lui et l'ont poignardé avec des couteaux. Ils l'ont littéralement transformé en bouillie.
Ayant tué les deux principaux dons de New York, Luciano était désormais sans conteste le gangster le plus dominant dans la plus grande ville de la mafia en Amérique. Luciano a donc entrepris d'américaniser la mafia. Il a réuni autour de lui les chefs des principales familles criminelles de New York, Chicago et Buffalo, et en a fait un conseil d'administration. Il l'a appelé la commission. Pour éviter les guerres de territoire et maximiser les profits, ils ont partagé les rackets. Avec la fin de la prohibition en 1933, les principaux rackets étaient le jeu, la prostitution, les stupéfiants et l'extorsion. Ils ont également créé leur propre groupe de tueurs à gages, connu dans la presse sous le nom de Murder Incorporated. Le président de cette commission était Luciano lui-même. L'organisation de Luciano a porté ses fruits. Les gangsters ont commencé à se tuer beaucoup moins souvent et à gagner beaucoup plus d'argent. Les familles du crime organisé engrangeaient autant d'argent que les 10 plus grandes entreprises industrielles des États-Unis réunies. Le succès de Luciano en tant que président de la mafia tenait à une compétence de base en matière de leadership. Il savait écouter et amener les autres à l'écouter. Quand Lucky racontait une histoire, quand Luciano disait quoi que ce soit, tout le monde écoutait. En dehors du travail, Lucky, le célibataire endurci, profitait de la vie comme n'importe quel multimillionnaire en pleine ascension sociale au milieu de la Grande Dépression. Il menait une vie très glamour. Les meilleurs nightclubs, le Store Club, les courses. Il fréquentait tous les lieux en vue, toujours avec une grosse liasse de billets. Il était fier de l'élégance de ses vêtements. Au début des années 1930, l'ancien président Herbert Hoover avait un appartement à New York dans les Waldorf Towers. Le général Douglas MacArthur avait également un appartement là-bas, et Lucky Luciano a emménagé dans le même immeuble. Cela a impressionné beaucoup de gens, surtout les femmes. Ce que Luciano manquait en termes de physique, il le compensait par son charme et les éternels aphrodisiaques que sont l'argent et le pouvoir. Il y avait beaucoup de femmes autour de lui, mais jamais de relations sérieuses. Je pense que cela en dit long sur son égoïsme ultime et son égocentrisme. Ce qui l'intéressait, c'était sa carrière de plus grand gangster de la ville. Il ne voulait aucune distraction. Il voulait des femmes pour des divertissements momentanés, mais rien de plus. Luciano était un habitué de la scène sociale de Manhattan. La haute société ne se souciait pas qu'aux heures de travail. Luciano était un tueur de sang-froid extorquant des millions. De nombreux anglo-saxons protestants de la haute société aimaient descendre en ville pour voir un vrai gangster en chair et en os, et probablement l'admirer. Je ne serais pas surpris s'il lui avait demandé un autographe. C'était le genre de figure qu'il était devenu. Il faut se rappeler qu'à cette époque, New York avait 9 journaux. Tous les journalistes le connaissaient. Il aimait être Charlie Lucky Luciano, le gangster numéro 1 de la ville. Et il aimait être vu et célébré. Il était toujours magnifiquement habillé, avec des voitures et des bijoux coûteux, des femmes de luxe, des lieux chics. Il aimait cette vie de haute société et ne voulait aucune intrusion dans celle-ci. Mais, en 1935, un homme allait y faire intrusion et lui retirer tous les luxes auxquels Lucky Luciano s'était habitué. Son nom, Thomas Dewey. Tout comme l'ascension de Lucky Luciano au pouvoir, était une histoire classique d'intrigue mafieuse. Sa chute était l'un des exemples les plus célèbres de la croisade contre le crime organisé. Le croisé était quelqu'un avec autant d'ambition et de ruse que Luciano lui-même. En 1935, Thomas Dewey a été nommé comme procureur spécial à Manhattan. Il a établi son quartier général anti-mafia au 14e étage du bâtiment Woolworth. Ses actualités répondaient au mécontentement croissant du public face à la corruption mafieuse. Il était honnête, il était franc, le temps n'avait aucune emprise sur lui, et sa parole comptait beaucoup pour lui. L'une des premières cibles de Dewey, un racketteur juif puissant du Bronx et membre fondateur de la commission de Luciano, était Dutch Schultz. Le bruit courait que Schultz prévoyait de tuer Dewey. Mais le parrain de la mafia, Lucky Luciano, et les autres membres de la commission savaient que tuer Dewey ne ferait qu'attirer davantage l'attention sur le monde souterrain. Donc, en octobre 1935, Lucky a pris la décision prudente. Il a ordonné l'assassinat de Dutch Schultz, vu ici examinant ses blessures par balle quelques instants avant de mourir. Après le meurtre de Schultz, le procureur Dewey n'a pas relâché ses efforts. Au lieu de cela, il a dirigé sa féroce croisade contre le plus grand racketteur d'Amérique, Lucky Luciano. Ironiquement, le racket pour lequel Dewey a coincé Luciano n'était pas le meurtre, le jeu ou l'extorsion, mais quelque chose auquel Lucky accordait très peu d'attention, la prostitution. L'un des associés de Luciano, un gangster nommé Little Davy Batillo, dirigeait le racket de prostitution. Lui et ses hommes de main extorquaient de l'argent aux prostituées et aux proxénètes de toute la ville en échange de leur protection. Dewey et son équipe ont trouvé des femmes de chambre au Waldorf Astoria,
prêtes à témoigner qu'elles avaient vu le gangster Davy Batillo se rendre régulièrement dans la suite de Luciano. Avec ses preuves provenant du Waldorf, ainsi que les témoignages des prostituées qui avaient été extorquées, Dewey avait son dossier. En mars 1936, New York était prêt à juger Luciano. Lucky n'attendait pas vraiment que les flics arrivent avec les menottes. Il s'est enfui à l'hôtel Arlington dans une ville bien connue comme un refuge pour la mafia, Hot Springs, Kansas. Dewey a envoyé ses hommes après lui. Le jour du poisson d'avril 1936, Lucky a été extradé de l'Arkansas vers New York. Lors de son procès en juin 1936, il a fallu moins de 24 heures au jury pour le déclarer coupable de superviser un réseau de prostitution. Sa peine, 30 à 50 ans de prison. C'était un coup de tonnerre. Cela a eu un impact énorme sur le plan politique, social et économique sur le crime organisé et sur les habitants de la ville de New York. Si Lucky Luciano, le racketteur le plus puissant de tous, pouvait être envoyé en prison et étiqueté comme le roi des proxénètes, alors peut-être que la mafia n'était pas invincible après tout. Les partenaires criminels de Luciano ont bien compris ce message. Meyer Lansky a quitté la ville, s'installant en Floride et à la Havane, où il pouvait superviser les intérêts de la mafia dans les jeux d'argent. Boxy Siegel a choisi Hollywood, où il pouvait étendre les raquettes sur la côte ouest. Mais la vie à la prison de Dannemora n'était pas si mauvaise pour Luciano qui, malgré sa condamnation, restait le président de la mafia. Il a continué à gérer ses affaires depuis Dannemora. Si votre entreprise est suffisamment importante, vous aurez des sbires qui viendront vous voir et ils parleront en langage codé. Luciano passe son temps à jouer au gin rami, à traîner dans la cour. Little Davy Petillo est en prison avec lui et prépare tous ses repas. Il fait repasser ses pantalons et ses chemises. C'est juste un signe de sa réputation dans le milieu. Les autres détenus n'étaient pas les seuls à respecter encore le pouvoir de Charles Luciano. En 1942, les services de renseignement de la marine américaine à New York ont sollicité l'aide de Lucky. Un incendie désastreux avait récemment détruit le paquebot de luxe français Normandie, qui était en cours de conversion en transport de troupes américains. Il a coulé dans la rivière Hudson. Le renseignement naval avait repéré des sous-marins allemands au large de la côte de New York. Il y avait des rumeurs de sabotage le long des quais contrôlés par Lucky Luciano et la mafia new-yorkaise. Puis le commandant local du renseignement naval, Charles Haffenden, a eu une idée des plus inhabituelles. Pourquoi ne pas demander de l'aide à la mafia pour protéger le front de mer contre l'ennemi? Alors la marine s'est d'abord adressée au meilleur ami de Lucky et compagnon mafieux, Meyer Lansky. Lansky a ensuite présenté l'idée au patron en prison. Au départ, Luciano n'a pas accepté. Il en voulait encore à la loi, avec raison. Lansky l'a convaincu, disant que ce serait une bonne chose pour la mafia d'être vue dans ce rôle patriotique. Et ainsi, Luciano a donné son accord. Puis, Lucky a été transféré de la désolation de Dannemora à un endroit où le président de la mafia serait bien plus à l'aise. Une prison à sécurité minimale à quelques heures de la ville, Great Meadow, une prison classique de type club de campagne. Et là, il pouvait parler librement à ses sous-chefs et à tous ses hommes. Il semblerait que Lucky ait tenu parole avec la marine. Les quais furent exempts de sabotage pour le reste de la guerre, mais Lucky Luciano n'avait pas encore fini de servir son pays. En juillet 1943, alors que les troupes américaines et britanniques envahissaient la Sicile, les services de renseignement alliés disposaient d'un atout important nommé Luciano. Tous les chefs mafieux avaient été alertés par Lucky Luciano qu'ils devaient se montrer amicaux envers les forces alliées, les Britanniques et les Américains, et qu'ils devaient aider à faciliter les débarquements de toutes les manières possibles. L'invasion fut non seulement un succès pour les Alliés, mais aussi une aubaine pour les chefs mafieux locaux qui avaient suivi les instructions envoyées par Lucky Luciano depuis la prison de New York. Les généraux et capitaines américains étaient tellement reconnaissants de la coopération que la mafia leur avait apporté qu'ils nommèrent les chefs mafieux maires de villes et de villages. Ainsi, après le succès du débarquement et la reconquête de l'Italie par les Alliés, la mafia se retrouva dans une position bien plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Lorsque la guerre prit fin, Luciano fit appel à la clémence. Après tout, le chef de la mafia avait secrètement servi son pays. Le gouvernement accepta sa libération. Et, de manière assez étrange, le même homme qui l'avait poursuivi, Thomas Dewey, était désormais gouverneur de l'État de New York et devait signer les papiers pour le libérer de prison. Cependant, Lucky ne serait pas autorisé à rester dans son Amérique bien-aimée. Il fut déporté en Italie. Selon les termes de sa libération, il serait placé sous la surveillance de la police italienne et ne serait jamais autorisé à revenir aux États-Unis. Le 10 février 1946, Luciano quitta le port de New York. Pour adoucir la douleur de son départ,
les vieux amis de Lucky et la mafia lui offrirent un joli cadeau d'adieu. Tous les chefs contribuèrent à une grande enveloppe de billets. Juste avant que le navire ne prenne le large, ils lui remirent cette énorme enveloppe qui contenait environ 300 ou 400 000 $. Officiellement, Luciano était interdit de quitter l'Italie. Mais 10 ans de prison n'avaient pas émoussé son sens de la ruse. Lucky non seulement évita les autorités italiennes, mais établit une nouvelle base de pouvoir pour lui-même dans son pays natal. Fin février 1946, après avoir passé 10 ans en prison, le roi du monde souterrain déporté, Lucky Luciano, arriva à Naples par bateau et posa le pied sur le sol italien pour la première fois depuis son enfance. L'attendant à quai, la police italienne l'interrogea brièvement avant de le libérer. Même si cela signifiait défier les termes de sa déportation, qui lui interdisait de quitter l'Italie, Luciano était déterminé à rejoindre ses compagnons gangsters et à reprendre la seule carrière qu'il connaissait, celle de racketteur. Après seulement 8 mois, Lucky s'enfuit à Cuba, un paradis pour la mafia. C'était une société totalement corrompue dirigée par un dictateur qui prenait de l'argent et des pots de vin des gangsters américains pour gérer les casinos là-bas. La Havane était donc vue comme une ville ouverte pour la mafia. Et Luciano pensait probablement qu'il serait en sécurité là-bas. Assez en sécurité pour convoquer une réunion au sommet en avril 1947 de tous ses associés mafieux, tant de New York que du pays entier. C'était une immense réunion, incluant entre autres Meyer Lansky, Albert Anastasia, Carlo Gambino et Frank Costello. Parmi la foule de gangsters célèbres se trouvait une célébrité de la vie réelle, nommée Frank Sinatra. L'excuse pour la réunion était de célébrer Frank Sinatra, écouter ses chansons, mais il n'était qu'une façade. Et durant cette réunion, ils établirent des règles concernant des sujets tels que la route de l'héroïne de la Sicile à Cuba, puis de Cuba au continent des États-Unis. D'autres sujets à l'ordre du jour de Lucky étaient la répartition des bénéfices des casinos cubains et quoi faire de son ami d'enfance, Bugsy Siegel. Bugsy avait été négligent avec l'argent de la mafia et avait perdu des millions de dollars en construisant le Flamingo Hotel and Casino à Las Vegas. Il y avait une grande déception quant à la façon dont Ben Siegel avait géré cette affaire là-bas. Il avait été averti à nouveau, et il ne répondait pas. Lucky prit une décision impitoyable. Il était temps d'enseigner à Bugsy la leçon ultime en matière de business mafieux. Le soir du 20 juin 1947, dans le manoir de Beverly Hills de la petite amie de Bugsy, Ben fut brutalement assassiné. Après la réunion au sommet, Lucky voulait rester à Cuba et gérer le trafic international d'héroïne puis là-bas. Il s'entendait très bien avec le gouvernement corrompu, y compris le dictateur Batista. Mais un certain agent curieux du bureau américain des narcotiques nommé Harry Anslinger se mit en travers du chemin de Lucky et fit pression sur les Cubains pour expulser le gangster. Il disait que Luciano allait utiliser la Havane comme station de pompage pour l'héroïne illégale vers les États-Unis. Luciano fut expulsé de Cuba sur le vapeur turc Bakir et forcé de retourner en Italie. Lorsque le navire accosta à Gênes, la police italienne mit Lucky en prison pendant quelques jours pour avoir violé son accord de ne pas quitter le pays. Puis, les autorités l'envoyèrent à Palerme, en Sicile, où il fut placé sous surveillance policière permanente. Dans une petite place pittoresque de Palerme, il monta une fabrique de bonbons spécialisée dans la fabrication de ce que les Italiens appellent des confettis, des amandes enrobées de sucre servies lors des mariages. Il embaucha des camions pour transporter la marchandise. Mais la police était là en force et ouvrit toutes les boîtes de confettis et écrasa avec des marteaux toutes les amandes à la recherche de l'héroïne. Ils ne trouvèrent pas une goutte, pas une trace, et ruinèrent complètement cette opération de confettis. Mais en réalité, les autorités avaient toutes les raisons de se méfier de Luciano. Une fois, dans un hôtel élégant de Palerme, Lucky organisa une fausse vente aux enchères caritatives de poupées. À l'intérieur des poupées se trouvait de l'héroïne. Certaines personnes qui assistaient à la vente aux enchères étaient apparemment au courant de l'arnaque et aidèrent Luciano à faire passer les drogues hors de la ville. Luciano établissait lentement, mais sûrement un vaste réseau international d'héroïne en collaboration avec ses complices de la mafia en Amérique. Il parvint d'une manière ou d'une autre à monopoliser le marché et trouva ensuite un moyen de faire traiter l'héroïne dans des laboratoires et des usines en Italie centrale. Puis, il trouva un chemin pour acheminer la drogue à New York. À la fin des années 40, Luciano était devenu une figure familière en Italie, sautant de ville en ville, visitant des boîtes de nuit et des hôtels de luxe. Il se promenait sur l'élégante Via Veneto à Rome, dînait au somptueux hôtel de Palme à Palerme, et profitait de la vue magnifique depuis l'hôtel Vesuvio à Naples.
et le roi de la mafia ne passait jamais inaperçu. Il pouvait être un homme très agréable et charmant, mais il pouvait aussi terroriser les gens pour qu'ils obéissent à ses ordres. Personne n'osait s'opposer à lui. Il avait du charisme. Et ce charisme ne venait pas de la montre qu'il portait, où elle était marquée par de petits diamants. Et ce n'était pas seulement à cause de sa façon de s'habiller, car, étonnamment, il était un vrai gentleman. Il avait une prestance incroyable. Il avait l'apparence qu'on pourrait attribuer à un grand acteur, car quand il entrait, il attirait l'attention. Un personnage si glamour qu'un jour, en saluant des journalistes, il fut pris pour un célèbre acteur italien. C'était son charisme de star de cinéma qui attira une magnifique italienne d'environ 20 ans, nommée Igea Lissoni. C'était une très jolie fille. Elle s'était attachée à Lucky Luciano, et elle s'était attachée à lui de manière intense. Et je pense qu'il avait vraiment trouvé l'amour de sa vie, et ils étaient très, très heureux ensemble. Le couple s'installa dans un appartement somptueux dans le quartier élégant de Pacioli à Rome. Mais ils n'y restèrent pas longtemps. En juillet 1949, la police italienne arrêta un présumé associé de Luciano à l'aéroport de Rome avec un demi-million de dollars en coque. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe le liant à la drogue, Lucky fut confiné pendant 2 semaines dans la prison Regina Coeli de Rome. Mais une déception encore plus grande attendait Luciano lorsque la mafia en Amérique commença à remettre en question son rôle de président du conseil. Exilé de Rome en 1949, Lucky Luciano, le président de la mafia, se retira à Naples. Au cours des 13 années suivantes, le pouvoir de Luciano au sein de la mafia américaine s'éroda à un point où les chefs de la mafia à New York menacèrent de le tuer. Lucky et sa maîtresse Igea s'installèrent dans un penthouse luxueux à Naples avec une vue imprenable sur la ville. De là, Luciano réussit à mener des affaires mafieuses transatlantiques, un travail pour lequel il fut bien rémunéré. Mais tout le pouvoir et l'argent de Lucky ne pouvaient pas lui acheter la seule chose qu'il désirait le plus, un passage de retour en Amérique. Il était misérable. Il disait souvent, si seulement il me donnait une semaine, juste une semaine à New York et une semaine à Miami, je pourrais mourir heureux. Mais il ne fut jamais autorisé à rentrer chez lui. L'ancien chef de Murder Incorporated s'était adouci avec l'âge. Avec le temps, il se fit une réputation de générosité, offrant son aide aux Napolitains dans le besoin. Luciano adopta l'apparence d'un homme d'affaires légitime. À quelques mètres de la célèbre Castel dell'Ovo à Naples, il ouvrit un magasin de fournitures hospitalières. Cela lui permettait de distraire les autorités et de camoufler les revenus qu'il recevait de son opération de trafic de drogue et de ses associés américains. Le seigneur de la mafia vivait une vie très confortable. Chaque fois qu'il le pouvait, il se rendait à l'hippodrome d'Agnano. Il avait l'habitude de parier de grosses sommes sur des chevaussures. Ensuite, il se rendait sur les îles de la baie de Capri et d'Ischia. Le soir, Lucky pouvait être vu avec sa maîtresse au magnifique théâtre San Carlo ou au restaurant Z Teresa sur le front de mer de Santa Lucia. Mais la dolce vita de Luciano ne dura pas longtemps. En 1958, Igea, sa petite amie depuis 9 ans et l'amour de sa vie, mourut d'un cancer. Après sa mort, il ne voulait plus parler d'elle, car cela lui faisait souffrir. La seule femme qu'il ait aimée dans sa vie était Igea, dans le véritable sens de l'amour et de l'affection. La vie de Lucky commença à se décomposer. Ses relations avec la mafia américaine se tendirent. Les autres chefs sentaient qu'il prenait plus que sa part des profits du commerce de l'héroïne. Les chèques qu'il recevait du syndicat américain devinrent de plus en plus petits. Puis, en 1959, Lucky et la mafia eurent un réveil brutal lorsque Fidel Castro prit le pouvoir à Cuba, remplaçant Batista. Castro ferma les casinos et coupa la voie d'approvisionnement en héroïne. Alors, le vieillissant Luciano, cherchant un nouveau plan, échafauda l'idée de faire un film sur sa vie avec un producteur espagnol. Le boss reçut l'assurance que Dean Martin allait jouer le rôle principal, puisqu'il avait un ami en commun avec Dean, Frank Sinatra. Et puis il se dit, eh bien, peut-être que je ferais mieux de vérifier cela avec les gars à New York. Alors il leur parla de cette idée. Ils tinrent une réunion et dirent, non, si tu fais ce film, cela rendra les choses terribles pour nous tous. Il y aura une histoire virtuelle du crime organisé en Amérique avec toi comme vedette, ce qui pourrait amener la loi à s'abattre lourdement sur nous. Alors ils dirent à Lucky que s'il allait de l'avant et faisait le film, il serait tué. Lucky répliqua en menaçant de couper ses associés américains de leur approvisionnement en héroïne. Et il n'abandonna pas ses plans de faire le film. C'était plus que la mafia de New York pouvait tolérer. Ils mirent un contrat sur sa tête. À cette époque, sa santé commença à se détériorer.
Ses douleurs thoraciques revinrent et sa tension artérielle monta. Le matin du 26 janvier 1962, Lucky s'arrêta au restaurant California pour passer une commande pour le déjeuner. Il était environ 11 heures quand il entra et demanda de la morue salée à la sicilienne. Puis il se rendit à l'aéroport de Naples pour accueillir le producteur qui arrivait pour discuter du projet de film. Après l'avoir accueilli et être allé au parking pour prendre la voiture, il fut soudainement frappé par une terrible crise cardiaque. Charles Lucky Luciano mourut instantanément. Il avait 64 ans.